Nous avons entendu lors de la première séance du matin l'importance de la coopération hydrique et combien est-ce que les aquifères transfrontaliers sont essentiels pour la sécurité hydrique. La présente session va se pencher directement sur la question des aquifères transfrontaliers. Et j'ai le grand plaisir d'inviter ici sur scène pour nous rejoindre à l'occasion de ce panel nos panélistes donc. Alors j'espère qu'ils sont là. L'ambassadeur Ala Youssef, représentant permanent de l'Égypte auprès de l'UNESCO, Madame Sonia Koppel, secrétaire de la Convention eau de l'UNECE, c'est les ministres de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, Monsieur Sérigné Mbaye Thiam, s'il est dans la salle, le ministre des Terres arables et des Affaires de l'eau du Botswana, son Excellence le ministre Kefense Minsila. Les ministres sont-ils présents dans la salle? Si c'est le cas, je les invite à nous rejoindre sur scène avant que nous commencions nos travaux. Commencer. Les aquifères transfrontaliers. J'aurais tendance à dire que l'histoire nous a souvent montré la nature vitale de l'eau douce. Et ça, c'est une incitation très puissante à la coopération ainsi qu'au dialogue. Cela a même convaincu les parties prenantes parfois de réconcilier des avis qui avaient tendance à être des plus divergents. Ce que nous avons évalué ici au sein de l'UNESCO dans le cadre de nos 20 années d'études de la coopération autour de l'eau et des aquifères transfrontaliers, c'est que l'eau a davantage tendance à unir qu'à diviser les gens. Que ce soit les gens ou encore les sociétés, eh bien, tout un chacun doit apprendre à partager les bienfaits de la coopération en matière d'eau. Je souhaite adresser mes remerciements à l'ensemble des participants que je vais maintenant présenter. Je vais commencer en présentant Monsieur Nabil Ben Katra, secrétaire exécutif de l'Observatoire Sahel et Sahara, qui va modérer la première partie de cette séance. Nabil, vous avez la parole. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session sur les aquifères partagés, une ressource stratégique pour beaucoup de régions, une ressource stratégique pour le développement, pour la sécurité alimentaire et souvent pour la survie de beaucoup de populations dans différentes régions. Pour la mobilisation de cette ressource, nous avons, et à plusieurs niveaux, besoin de beaucoup d'énergie. Je voudrais tout d'abord remercier nos chers panélistes et nos rapporteurs, Madame Sharon Megdal et Monsieur Joseph Fiquet. Et pour commencer, to start with the topic, I have the pleasure and I wish to invite. J'invite dans un premier temps Madame Olga Alkayirova, qui est secrétaire exécutive de la Commission des Nations Unies pour l'Europe, de bien vouloir intervenir. Merci, Monsieur, Excellence, Mesdames, Messieurs. J'ai été vraiment surprise de comprendre à quel point on en sait peu, en fait, de cette coopération transfrontalière, d'aquifères transfrontaliers. Et le point 5.2 de l'ODD 6 nous amène évidemment à progresser sur ce chemin vers cet objectif, et il se trouve que la méconnaissance des eaux souterraines ralentit l'atteinte de cet objectif. 23 pays seulement ont dit que leurs eaux souterraines faisaient l'objet d'accords d'exploitation. Mais le processus de reporting a quand même permis de déclencher une vraie coopération en matière d'aquifères transfrontaliers. Cette coopération est source d'avantages, d'autant plus dans un contexte de changement climatique.
La surexploitation des eaux souterraines doit laisser la place à une gestion durable, ce qui contribue au développement économique et au maintien d'un environnement de qualité. La Convention eau des Nations Unies est une plateforme intéressante de ce point de vue. Elle permet de renforcer la coopération à la fois pour les eaux de surface et souterraines, coopération transfrontalière. En 2012, la réunion des parties de la Convention de l'eau a adopté des dispositions relatives aux eaux souterraines, et ceci avec la participation active, notamment de l'UNESCO, qui ont participé à la rédaction des articles relatifs aux aquifères transfrontaliers. C'est aussi ce contexte qui a permis de renforcer la coopération sur le terrain. Et la Convention de l'eau accompagne aussi les pays qui souhaitent améliorer. Je pense par exemple à l'aquifère qui est entre le Sénégal et la Mauritanie. Eh bien, ce type de coopération a bénéficié des structures de cette convention de l'eau. Il est important de renforcer cette structure de coopération concernant à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines transfrontalières. La coopération transfrontalière va en effet être évoquée lors de la conférence des Nations Unies qui va se tenir en mars l'année prochaine. Ce n'est que la deuxième édition de ce type de conférence en 50 ans. Il faut qu'elle débouche sur des actions concrètes. J'espère que vos pays seront nombreux à mobiliser les engagements autour de cette coopération transfrontalière. Il est important que certains pays s'engagent, par exemple, à adhérer à la Convention de l'eau. Des acteurs doivent travailler en partenariat pour que justement la coopération transfrontalière soit vraiment l'une des principales préoccupations de cet agenda international. La Convention de l'eau est là aussi pour nous permettre d'augmenter la connaissance des données, pour permettre aussi le partage des solutions innovantes. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de faire partie de la coalition de la coopération transfrontalière en matière d'aquifères. Et nous pouvons encore améliorer cette coopération. Les outils qui existent, on peut les faire connaître davantage. On peut aussi expliquer en quoi ils sont efficaces. Et il nous faut des champions qui vont être des illustrations de ce que nous faisons et qui vont donner de bons exemples et montrent ce qu'on peut faire à la fois aussi dans les lacs ou dans des cours d'eau et dans des eaux souterraines. Et nous sommes heureux de pouvoir compter sur la participation d'autres acteurs qui sont concernés. Ceci dans le contexte de la conférence 2023, Convention de l'eau 2023 des Nations Unies. Merci. Merci, Madame Agaïerova, pour ces quelques mots. Effectivement, nous avons du pain sur la planche. J'invite Monsieur Neno Kukuric, qui est de l'IGRAC, du Centre d'évaluation donc des ressources en eau, qui va lui aussi maintenant nous présenter un état des lieux de la situation et de ce sujet. Merci, j'ai 7 minutes. Difficile de vous raconter 20 ans de travail en 7 minutes, mais enfin, je vais essayer de me concentrer sur le plus important. La plupart des pays, à l'exclusion de l'Irlande, je dirais que la plupart des pays partagent les aquifères. Et l'évolution de la qualité des eaux souterraines, leur qualité aussi peut entraîner des problèmes à l'échelle internationale. Mais aussi, ça peut être le lieu de renforcer la coopération internationale inversement. Et cette coopération, on en a grand besoin, vous venez de l'entendre. Elle est là pour permettre de prévenir, limiter, voire éliminer complètement les problèmes et essayer qu'on profite davantage des avantages que nous offrent les eaux souterraines. Alors,
ces 20 dernières années, le programme a été mis en place pour gérer cette question, pour encadrer cette coopération transfrontalière. L'ISTARM fait partie de cette coalition qui travaille sur ce sujet. Il y a l'UNESCO et d'autres organisations nombreuses. Il y a donc la nécessité d'une coopération internationale, ça c'est le premier sujet important, et l'autre axe, c'est l'harmonisation. Elle était importante, on n'a pas forcément les mêmes langues, les mêmes classifications, systèmes d'études, donc il faut une harmonisation. Alors, cette coopération internationale en matière d'aquifères transfrontaliers, où est-elle présente? En Afrique du Nord, le premier état des lieux a été fait, c'est la Commission Europe des Nations Unies qui avait fait ce premier état des lieux. Ça, c'est pour l'Europe. Ça a été la première édition. Après, ça s'est poursuivi. La chose s'est faite aussi en Asie du Sud-Est. Ça, c'était en 2006. Un premier rapport aura été produit à ce moment-là. Vous voyez, donc les choses ont bien progressé. Et après, il y aura eu aussi deux évaluations des aquifères transfrontaliers en Europe et en Asie centrale. Là, vous les voyez également, ces points transfrontaliers. Et puis après, il y a aussi un inventaire qui a été fait en Asie de l'Ouest. Aussi un très très bon travail qui a été fait par les collègues américains. Document vraiment important avec une cartographie aussi très intéressante. Et enfin, en 2015, tous ces efforts se sont rejoints. Et enfin, la carte mondiale des aquifères transfrontaliers a été enfin proposée à l'occasion d'un forum de l'eau en Corée. Il s'agit donc d'une présentation dynamique. Dans un premier temps, c'était quand même la première fois à ce moment-là qu'on avait une carte de ce monde de l'aquifère transfrontalier. Et aussi, il y a eu un programme d'évaluation de l'IGRAC. Plus de 300 experts provenant de plus de 100 pays ont travaillé ensemble pour mettre en place une évaluation pluridisciplinaire de toutes les données disponibles. Et aussi le premier système de gestion a été mis en place et nous en avons été très fiers. Ça a été le fruit d'une excellente coopération. Alors, après cela, je vais expliquer, on a la méthodologie, on a des systèmes d'information, on a un cadre juridique que vous connaissez. Nous avons tout cela. Et il y a aussi une évaluation en profondeur qui a été faite une analyse très approfondie des données pour certains aquifères d'Afrique et Guarani aussi, en Amérique du Sud. Et je voulais vous montrer là ici une perspective mondiale. Ça permet, avec cette carte du monde, de comprendre où sont les grands aquifères, qui le plus souvent sont d'ailleurs transfrontaliers. Est-ce qu'on a besoin de coopération transfrontalière? Oui, lorsque la source est dans un pays et l'aquifère dans un autre,
Il faut travailler ensemble, mais bien sûr, il y a des défis et des difficultés. Un, l'harmonisation, j'ai expliqué, ensuite le suivi des données et, et puis les hotspots et les questions prioritaires quand ces aquifères sont de très grandes dimensions, toutes ces questions se posent. Et puis la coopération, évidemment, c'est pour cela qu'elle s'impose. Alors pour conclure, il faut continuer de favoriser la coopération internationale. Le changement climatique, l'impact humain ne s'arrête pas à la frontière administrative. Il faut aussi replacer les aquifères transfrontaliers dans un contexte de toute une série de problématiques environnementales et sociétales plus vastes. Et puis, il faut utiliser une approche pluridisciplinaire qui se fonde sur les faits, qui renforce les mécanismes de collaboration. Il faut aussi renforcer le suivi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Kukuritz. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses qu'il faut absolument valoriser. J'invite maintenant Madame Sonia Koppel qui va nous parler, elle aussi, des progrès faits en matière de coopération. Bonjour. On a dit à quel point était important les aquifères transfrontaliers et il est important de les comprendre pour la paix, pour le bien-être humain et pour aussi mener l'action climatique. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a été ajouté aux ODD au titre de l'indicateur 6.5.2 qui mesure en fait la progression la part des bassins transfrontaliers qui se trouvent qui relèvent d'un accord d'exploitation au titre de la coopération hydrique. Or, il apparaît qu'il y a un engagement élevé. Plus de 129 pays sur 153 pays ont soumis des rapports dans le deuxième exercice de 2022 aux agences des Nations Unies concernées, mais quand même, ce que nous montrent toutes ces études, c'est qu'on n'est pas dans les clous, c'est-à-dire qu'il y a seulement 24 pays qui ont pu prouver que des accords d'exploitation couvraient la totalité de la surface transfrontière, qu'elle soit de l'eau de surface ou des eaux souterraines. Donc, il faut accélérer, ça c'est ce que montre ce bilan, accélérer les résultats si on veut pouvoir respecter l'ODD à l'horizon 2030. Maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est que la coopération est très avancée, surtout en Afrique et en Europe et en Amérique du Nord. Comme on l'a beaucoup dit depuis hier, ces rapports montrent qu'il y a une grande carence d'informations, de savoir et beaucoup de coopération à développer aussi. Alors, côté positif quand même, cet exercice, ça a été aussi une vraie possibilité jamais connue auparavant pour les pays d'échanger, de prendre des mesures applicables aux aquifères transfrontaliers. Ça a permis de développer, ça a débouché sur des nouvelles recherches, nouvelles réflexions qui sont là pour voir où il y a des choses à faire. Et ça a permis aussi d'identifier des accords peut-être plus larges qui couvrent à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines. Et tous ces rapports qui ont été faits ont même déclenché un certain nombre d'actions de suivi dans certains bassins où on a conclu de nouveaux accords ou redéveloppé de nouveaux accords, mais ça ne suffit pas. Il faut encore aller plus vite et plus loin si on veut respecter notre ODD à l'horizon 2030. Et il faut à ce moment-là, pour atteindre ces objectifs, il faut vraiment régler l'écart qui existe actuellement en matière de collecte des données.
et de données. Il faut aussi faire monter en puissance le développement des capacités. Il faut aussi que l'on renforce la volonté politique d'agir et il faut aussi trouver de nouveaux financements et d'autres mécanismes de financement aussi. Il faut aussi qu'on renforce et qu'on utilise davantage les cadres juridiques, que ce soit au niveau mondial, régional ou transfrontalier d'ailleurs. Nous avons des outils à disposition. On l'a déjà dit, il y a une loi. Il y a un texte qui est adopté par les Nations Unies. Il y a la Convention de 1997, la Convention de 92 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers, les lacs internationaux. Après, il y a la Convention de 97 sur la loi applicable, le droit applicable donc aux utilisations hors navigation des cours d'eau internationaux. C'est la Convention cours d'eau. Il y avait aussi là un texte très important qui permet aux pays de renforcer leur coopération. Et c'est aussi des plateformes intergouvernementales qui permettent de préparer des outils pratiques ensuite utilisables au niveau transfrontalier. Il faut donc qu'on utilise ces outils qui sont présents et à disposition, ces instruments juridiques, pour qu'on comprenne mieux ce que sont les aquifères transfrontaliers et qu'on coopère davantage. Alors, la prochaine opportunité, la prochaine échéance, c'est 2023, puisqu'on sait qu'on va demander aux pays, en 2023, de fournir des données dans un exercice de reporting qui va se faire, c'est le troisième. Ensuite, les données vont être collectées. Il y aura une analyse des données et une fois que les données vont être validées, analysées, eh bien, il y aura révision de l'objectif l'ODD 6 lors de la réunion au niveau de 2023 et au sommet ODD des Nations Unies 2023. Il faut renforcer la coordination, c'est là une des priorités évidemment dans le contexte de ce troisième exercice de reporting. Il faut améliorer le taux de réponse, la qualité des rapports qui sont reçus. Donc les messages sont les suivants. Et je m'adresse aux pays, il faut participer à l'exercice, c'est important. Et je m'adresse maintenant aux partenaires en disant, soyez gentils de soutenir les pays et d'intégrer éventuellement le rapport dans les événements régionaux. Et enfin, pendant le troisième exercice de reporting, l'UNESCO et la Commission des Nations Unies seront présentes et actives. Je vous remercie. Merci, Madame Coppel, secrétaire de la Convention de l'eau. Merci de nous avoir expliqué comment il est possible d'atteindre ces objectifs, ces ODD, et l'ODD 6 en l'occurrence. Je vous remercie de votre attention et je rends le micro à Madame Alice Aurélie pour la suite du programme. On s'assoit ensemble. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Nabil. Merci pour tout. Je suis vraiment honorée de vous avoir ici, ce panel de si haut niveau. Ça me fait retourner dans le temps, au début de ce siècle, justement quand avec l'OSS, nous avons commencé le premier projet sur l'aquifère transfrontière financé par le Global Environment Facility du SAS, de Northwestern Saharan Africa, et le Guarani aussi. On a 20 ans d'expérience. Je vais poursuivre en anglais. Je pense que c'est préférable pour le plus grand nombre de participants. Cela a été dit, nous comptons 153 pays qui partagent, que ce soit un lac, un aquifère ou un cours d'eau.
voire les trois. Mais 24 seulement se sont manifestés, ont fait rapport donc à cette instance internationale. Or, ces systèmes, ces aquifères représentent une grande partie de nos ressources en eau. Donc, autant dire que la coopération est vitale pour tout le monde, pour la sécurité alimentaire, pour la paix. Mais nous avons aussi besoin d'investissement, beaucoup plus d'investissement, et on a besoin du soutien des pays. Alors, tous les pays n'ont pas les ressources financières qui leur permettent de soutenir financièrement, mais pour coopérer, il faut qu'on commence par faire l'état des lieux de ces ressources, de ces aquifères, il faut qu'on connaisse l'hydrogéologie de ces ressources, et pour ça, on a besoin de technologies, d'effectifs et de ressources financières. Il y a le PNUD, l'OSS, la coopération, la Commission des Nations Unies pour l'Europe, le PNU. Donc, tout le monde est là, on fait de notre mieux, mais il y a encore 10 aquifères sur lesquels nous travaillons, seulement 10, alors qu'ils sont 400, ces aquifères transfrontaliers. Donc, autant dire qu'on n'en sait pas grand-chose. C'est comme un puzzle. Il suffit qu'on n'ait pas toutes les pièces et on n'aura pas une image générale de la chose. Et il est très important d'assembler toutes ces pièces du puzzle pour comprendre la situation. Alors, je vous adresse à tous une question qui sera la même pour tout le monde. C'est la question à $1 million. La coopération hydrique pose un certain nombre de défis. Quels sont-ils à votre avis et quels sont les avantages? Ne voyons pas que les côtés compliqués, voyons aussi les avantages. C'est une manière d'inspirer les autres qui vont se dire qu'ils peuvent peut-être faire la même chose, voire mieux. Et nous avons ici de très, très bons exemples de coopération transfrontalière. Donc, si vous le voulez bien, nous allons vous entendre sur ces sujets. Quelles sont les choses les plus compliquées en matière d'aquifères transfrontaliers en particulier, cette ressource invisible? Quelles sont les difficultés et aussi quelles sont les réussites que vous avez pu vivre en la matière, ce qui permettra d'inspirer les autres à agir. Donc, on va commencer par l'ambassadeur qui est à ma gauche, Monsieur Ala Youssef de la délégation permanente de l'UNESCO. Please. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Tout d'abord, Madame, je vous remercie sincèrement d'avoir invité l'Égypte à participer à ce sommet qui s'intéresse à un sujet important, les eaux souterraines. Retenu à la dernière minute, le ministre, M. Hani Stewilam, malheureusement ne peut pas être des nôtres aujourd'hui et je me fais donc son interprète. Mais avant de vous parler de l'expérience égyptienne, j'aimerais souligner les conclusions importantes du GIEC qui dit qu'il est important de prendre en compte les aquifères qui ont évidemment une incidence sur la sécurité alimentaire. Il est important de prendre en compte les écosystèmes d'eau douce. Et je suis heureux de constater que pour la première fois dans l'histoire des conférences des parties au traité sur le changement climatique, la COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh il y a peu a reconnu le rôle important, la nécessité, de préserver les écosystèmes, y compris les aquifères, et
J'aimerais concentrer mon propos et pour répondre à votre question, Madame, hein, puisque vous nous demandiez de parler des aquifères qui sont en partage. Nous avons le Tchad, la Libye, le Soudan et donc l'Égypte qui sont concernés par un grand aquifère, l'un des plus grands du monde d'ailleurs. Et ces quatre pays, ont peu de ressources d'eau de surface avec des sécheresses fréquentes et beaucoup de chaleur. Et dans un tel contexte, dans cette région semi- ou désertique, ces eaux souterraines sont très importantes. Et la gestion de cet aquifère est quelque chose de compliqué parce qu'il est énorme aussi, parce qu'il y a des formations géologiques très épaisses qui font partie de cet aquifère, qui fait que la ressource est difficilement accessible. L'étendue géographique, hydrologique de cet aquifère fait qu'il n'y a de faibles frontières dans le nord, le sud et l'ouest. La plupart des eaux souterraines qui sont présentes dans cet aquifère soit sont trop en profondeur, soit difficilement extractibles avec les techniques actuelles, ou alors la ressource est trop faible. Donc, c'est pour cette raison qu'une simple petite partie de cette réserve est effectivement récupérée et cet aquifère s'est accumulé il y a à peu près 1 million d'années et la reconstitution de la ressource est très faible actuellement. En Égypte, la population est concentrée autour de la vallée du delta du Nil et le fleuve, le Nil, donc, est sa source principale d'irrigation domestique et d'utilisation industrielle. Quand on quitte cette vallée du Nil et ce delta, l'aquifère est la seule ressource hydrique qui permet de préserver l'écosystème et la vie humaine. Il y a des systèmes agricoles classiques présentes sur place. La population vit dans des villages où c'est une population nomade ou semi-nomade. Alors, gestion maintenant de cet aquifère. Il est géré sous le parapluie d'une autorité conjointe régionale qui prend des décisions par consensus et qui soumet des projets de coopération entre les quatre pays. Il s'agit de bien gérer cet aquifère et d'essayer de limiter autant que possible l'impact des activités humaines. Nombre d'activités ont été menées par l'UNESCO, la FAO, l'EPAD et la Banque africaine de développement ainsi que la Banque mondiale pour explorer ces aquifères. Le conseil exécutif de ces autorités se réunit au moins une fois par an et depuis 1992, 22 réunions régulières ont eu lieu, outre des réunions extraordinaires. Les quatre pays ont consenti bien des avancées et des progrès afin de mieux comprendre les conditions de l'aquifère, mais aussi l'hydrologie et les liens qui existent entre les changements potentiels dans les aquifères et les réponses qui peuvent se vérifier au niveau des systèmes environnementaux et humains. Néanmoins, bien davantage de travail est encore nécessaire pour développer et renforcer les capacités à évaluer et protéger les écosystèmes qui dépendent des ressources hydriques de l'aquifère. Je pense en particulier à la nécessité d'atténuer les impacts potentiels des changements climatiques et les variabilités au sein de la région. Davantage de travaux par le truchement d'activités de démonstration pilote permettront d'assister les quatre gouvernements dans des actions collaboratives qui renforceront leurs capacités sur leur gestion environnementale. Nombre de facteurs apportent des défis. Il y a des contraintes financières, un manque de personnel, des difficultés logistiques et de transport dans ces zones isolées. La nécessité d'avoir également un suivi au niveau climatologique, hydrologique et hydrogéologique et des difficultés techniques. C'était dur, ces trois mots, de les énoncer, mais je me suis beaucoup entraînée. Il est nécessaire également de faire face au manque d'installations, de laboratoires pour les analyses isotopiques. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'impact transfrontalier lié à l'abstraction des aquifères. Le risque d'effet direct transfrontalier est relativement faible, mais il est suffisamment élevé pour requérir une vigilance par le truchement de davantage de suivi.
la localisation du rabaissement du niveau et de la détérioration de la qualité soulève des inquiétudes concernant le potentiel qui peut être exploité et en appelle à une réévaluation des estimations précédentes concernant la restauration de l'aquifère nubien. À l'heure actuelle, nous travaillons avec le PNUD, l'UNESCO et d'autres dans le cadre d'un projet qui a pour objectif de mettre en place plusieurs actions visant à renforcer et mettre en œuvre des mesures de gestion effectives. Le projet permettra également de répondre à certains des écarts, notamment le statut hydrologique, c'est-à-dire le manque de données pour la majorité des aquifères et la nécessité de réévaluer les potentiels de stockage récupérable des aquifères. Deuxièmement, davantage d'analyses, notamment le datage dans l'histoire plutôt et autres techniques qui permettront d'améliorer les performances. Il nous faut également travailler et booster les capacités et les compétences afin de pouvoir procéder à des évaluations des aquifères et afin d'évaluer les vulnérabilités des oasis de la région pour améliorer les mesures de gouvernance visant à atténuer les répercussions de l'abstraction et du développement. Tout cela aura pour répercussion que nous allons devoir continuer à travailler sur les activités conjointes des autorités conjointes en renforçant les institutions transfrontalières mais aussi les autorités conjointes régionales afin de mieux coordonner la gestion des aquifères. Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé et de votre attention. Merci, Votre Excellence. Vous avez parlé de l'aquifère dans votre région et je vois dans cette salle Vladimir Majaev, qui véritablement a appelé de ses voeux ce projet. Il nous a apporté tout son soutien et nous aurons bien entendu, Vladimir, d'autres projets sur lesquels nous pourrons travailler ensemble. Permettez-moi peut-être de revenir aux bons exemples. Je me tourne vers le Sénégal. Au Sénégal, vous avez organisé le Forum de l'eau numéro 9 à Dakar avec une grande déclaration. Les eaux souterraines étaient présentes et représentées. Nous étions représentés. Et aujourd'hui, dans la région, vous êtes leader, Monsieur le ministre, pour l'aquifère Sénégal-Mauritanie. Pourriez-vous peut-être nous en dire davantage concernant vos suggestions, vos avis autour de cette thématique et peut-être nous informer de cette histoire à succès? Merci beaucoup, Aurélie. Mesdames, Messieurs les ministres, je voudrais vous saluer tous, saluer les copanélistes qui partagent avec moi ce panel extrêmement intéressant. Je voudrais me réjouir d'abord de l'opportunité qui m'est donnée d'intervenir dans cet important panel portant sur les aquifères transfrontières, organisé dans le cadre du sommet ONU-Eau et sur les eaux souterraines. Le thème de ce panel est une grande importance parce qu'effectivement, ces aquifères sont oubliés dans le management des ressources en eau, souvent. Et comme cela a été dit, il s'agit pour nous tous de rendre visible ce trésor invisible. La gestion des aquifères transfrontières constitue un grand défi pour plusieurs raisons, mais surtout à cause de l'absence de cadre de gouvernance et de suivi de ces aquifères, et souvent aussi de méconnaissance de cet aquifère. L'UNESCO a récemment cartographié 106 aquifères transfrontières en Afrique, représentant un potentiel de coopération au service du développement de nos pays. Ce nombre de transferts donc démontre à plus d'un titre que l'Afrique a besoin d'accorder une grande importance aux aquifères communs pour garantir sa sécurité de l'eau, car l'eau souterraine pourrait être une réponse pour l'adaptation et la résilience au changement climatique. Et c'est pourquoi il est urgent, à notre sens, de mener des études approfondies
surtout pour améliorer les connaissances de ces aquifères, notamment à l'échelle des aquifères communs, car ces aquifères sont au centre d'enjeux de partage entre acteurs, entre territoires et entre États en Afrique, où 64% de la superficie se trouve dans des bassins versants internationaux transfrontaliers. À cet égard, je me réjouis, et vous l'avez cité tout à l'heure, que le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau aient compris cet enjeu transfrontière de développement régional et aient pris la décision en septembre 2021 de joindre la gouvernance des eaux de surface à celle des eaux souterraines, à travers une déclaration qui est la déclaration ministérielle commune sur le bassin aquifère sénégalo-mauritanien, bassin aquifère qui couvre les 4 États qui sont le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Ce bassin aquifère, avec une superficie de 350 000 km², est utilisé à 80% par les populations des 4 États. Certes, comme vous le savez, déjà entre la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau, nous sommes ensemble avec la Guinée dans l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui gère des eaux de surface. Avec la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée, nous sommes dans l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui gère le fleuve Sénégal. Donc nous joignons par cet exemple-là les eaux de surface et les eaux souterraines. Et pour aboutir à cette déclaration ministérielle, notre exemple est que nous avons mis en place un dialogue qui a démarré en février 2019 à travers un groupe de travail régional qui était composé des experts des 4 pays, ceux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui gère le fleuve Sénégal et ceux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie qui gère le fleuve Gambie. Plusieurs rencontres de ce groupe de travail se sont tenues et nous avons conduit ce dialogue en mettant en place aussi un cadre de coopération autour de ces ressources hydriques. Et nous avons eu donc le soutien de Geneva Water Up, du secrétariat de CE-ONU, ainsi que le Centre international d'évaluation des ressources en eau souterraine HYDRAC. Et plus tard, l'Organisation du Sahara et du Sahel a rejoint le groupe de travail dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau projet soutenu par le PNUO et le Fonds mondial de l'environnement. Donc c'est cet exemple de coopération que nous avons voulu donner et sur lequel nous travaillons actuellement avec les partenaires au niveau international. Et je pense que cet exemple doit nous montrer que nous devons travailler aussi sur les ressources souterraines, comme l'a mentionné la déclaration de Dakar, ici du 9e Forum mondial de l'eau, intitulé le Blue Deal pour la sécurité de l'eau et pour l'assainissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de cette précision. En effet, une des choses dans lesquelles il faudra se pencher dans le futur, c'est justement la gestion conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines. Comme Sonia vient de dire, on a beaucoup plus développé jusqu'à maintenant parce qu'on connaissait beaucoup mieux les données et les informations disponibles, les fleuves, la gestion des bassins fluviaux. On doit encore faire beaucoup pour qu'on arrive au même niveau pour les aquifères. Et c'est fondamental que ces deux ressources soient gérées de façon conjointe. Un autre exemple de coopération qui a commencé avec la base pour l'étude des aquifères transfrontières, c'est
le travail qu'on a fait, le Botswana a fait avec la Namibie et l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'avoir maintenant à demander à notre ministre Kethense Matswila, Minister of Lands and Water Affairs of Botswana, to share with us. Monsieur le ministre, pourriez-vous partager votre perspective de cette coopération au niveau technique et scientifique en ce qui concerne l'aquifère dans votre pays? Je vous en prie. Merci, Madame la modératrice. Bonjour à toutes et à tous, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Je souhaite faire part de notre plaisir au nom de la République du Botswana à participer à cette réunion de grande importance. En effet, le dialogue entre les parties prenantes est nécessaire pour favoriser la sécurité hydrique qui a des répercussions sur la sécurité alimentaire et de manière générale sur la sécurité économique. Dans notre pays, la sécurité hydrique sous-tend, puisqu'elle est véritablement la pierre angulaire de la diversification économique, de la création d'emplois, mais aussi pour la sécurité alimentaire au Botswana. L'industrie a besoin d'eau, le secteur tertiaire a besoin d'eau et en termes d'investissement direct étranger, nous devons nous assurer que nous ayons des ressources hydriques adéquates, idoines, appropriées. C'est vrai qu'il y a un stress hydrique très important au Botswana. Nous dépendons grandement des bonnes relations que nous entretenons avec nos voisins et nous devons nous assurer de disposer et de continuer à avoir d'excellentes relations avec les pays voisins en termes de coopération hydrique. Nombre de pays aujourd'hui sont confrontés à des pénuries d'eau et historiquement parlant, nous avons toujours été confrontés à des pénuries d'eau au Botswana. Avec une attente, ou plutôt avec des augmentations de consommation hydrique attendues, nous pourrions nous trouver dans une situation détériorée, notamment face au changement climatique, ce qui risque d'exacerber les inégalités existantes qui existent entre les individus, mais aussi entre les pays. Pour ce qui est de notre position politique en tant que pays, nous avons toujours souligné et mis en exergue l'équité en termes de répartition et redistribution des ressources hydriques. En effet, nous avons un lien très étroit, très intime avec l'eau en tant que République du Botswana. Sur notre drapeau, si vous l'avez vu, vous verrez que la grande majorité du drapeau est couvert de bleu et le bleu est le symbole de l'eau. Le fait que nous soyons un pays qui subit un stress hydrique, nous faisons de notre mieux pour coopérer, pour rationaliser et intégrer la sécurité hydrique dans l'ensemble des dimensions de notre développement économique. C'est pourquoi la coopération est essentielle pour nous assurer que l'ensemble des perspectives et des intérêts sont pris en compte, y compris au niveau international dans le cas des systèmes hydriques transfrontaliers. En effet, nous avons nombre d'individus et de pays qui sont appelés à coopérer pour atteindre notre objectif commun, celui de la sécurité hydrique. Un bon exemple est multidisciplinaire avec le développement des connaissances en matière des systèmes aquifères transfrontaliers qui est absolument essentiel pour une bonne gestion de l'eau. Pour ce qui est des aquifères transfrontaliers, les pays voisins peuvent travailler ensemble pour mieux comprendre les systèmes aquifères qu'ils partagent. Afin de développer ces connaissances, nous pouvons partir de l'échelon technique, par exemple avec un partage des données et avec des évaluations. Les bienfaits de se serrer les coudes nous permet par exemple d'avoir une image beaucoup plus générale des systèmes partagés qui traversent nos frontières. Ensuite, dans le cadre du développement de notre paradigme en matière de partage d'informations et de coopération, nous utilisons comme effet levier et nous transposons en action concrète, en politique concrète, les connaissances pour améliorer l'accès aux ressources hydriques et pour endosser notre responsabilité au niveau national et international. Notre responsabilité en tant que nation inclut également notre politique en matière de l'eau. Pourquoi? Parce que la prospérité continue en matière de sécurité hydrique fait que nous devons importer de l'eau de l'extérieur de notre pays vers notre pays, que ce soit des eaux de surface ou des eaux souterraines qui viennent des aquifères que nous partageons avec les pays voisins.
Pour ce faire, un des défis majeurs, c'est la mise en place de cadres coopératifs et notamment d'accords de coopération au niveau régional. Je pense que les organisations régionales des bassins peuvent être des alliés clés pour l'Afrique. Par exemple, le système aquifère qui est partagé entre la politique de Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud est un projet très clair. Dans le cadre de ce projet, la gouvernance des ressources hydriques transfrontalières et des aquifères transfrontaliers, eh bien, nos ministères chargés des affaires de l'eau et de la gestion des territoires coopèrent depuis 2013 avec nos contreparties en Namibie et en Afrique. Cette coopération a permis véritablement de nous faire avancer dans le cadre d'une commission pertinente. Nous avons coopéré pour pouvoir apporter des évaluations multidisciplinaires de l'aquifère stampriote international, l'objectif étant de conserver cette approche du bassin régional afin de travailler ensemble pour identifier les problématiques, mais aussi les intérêts que nous partageons avec les parties prenantes. À long terme, notre coopération a eu pour résultat un cadre de dialogue amélioré dans le cadre de la gestion de cet aquifère transfrontalier stampriote et une meilleure compréhension des ressources hydriques, ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées. Permettez-moi ici de mettre en exergue les enseignements que nous pouvons tirer, à savoir l'importance des ressources transfrontalières est rendue visible par le truchement d'une meilleure compréhension du système et par ce faisant, davantage d'opportunités de coopération peuvent apparaître. Par exemple, les parties prenantes peuvent trouver des terrains d'entente pour répondre à d'autres questions clés comme le renforcement des capacités sur la gestion hydrique ou encore la gouvernance entre les différentes parties prenantes. Le renforcement des capacités cible tout particulièrement les générations à venir. C'est absolument essentiel si nous souhaitons atteindre l'ODD numéro 6. Pour ce faire, les gouvernements peuvent nouer des partenariats entre eux, mais également avec des universités, des agences des Nations Unies, des bailleurs de fonds, des ONG ou des organisations internationales. Et nous avons une approche proactive en termes de coopération avec la communauté internationale pour ce qui est de la gestion des ressources hydriques. En tant que pays, le Botswana tente constamment de s'assurer qu'il coopère dans l'ensemble des dimensions de la gestion hydrique, puisque nous voyons qu'il y a là l'avenir de notre diversité, l'avenir de notre développement, l'avenir de notre sécurité hydrique également. Nous devons nous assurer de parvenir à relever ces défis et pour ce faire, comme je le disais, nous avons des relations fructueuses, cordiales avec nos voisins, avec les organisations internationales, mais aussi avec tous les amis qui sont de bonne foi. Pour conclure, permettez-moi de dire que le dialogue entre les parties prenantes et les pays peut effectivement générer des synergies puissantes sur notre trajectoire vers la sécurité hydrique. Ces synergies de grande importance qui découlent de la coopération en matière d'eau sont absolument nécessaires à l'ensemble des échelons pour parvenir au développement et en bout de ligne pour parvenir à la stabilité et la paix. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas gérer ce que nous ne connaissons pas. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Donc la capacité, le développement, les connaissances, les données techniques sont absolument essentielles pour pouvoir construire une coopération solide, pour pouvoir construire la gouvernance. Mais pour ce faire, nous devons connaître le système qu'il nous incombe de gouverner. Roberto, il nous reste très peu de temps. Je vous demanderai donc d'être le plus concis possible et de nous raconter une autre histoire formidable de coopération en Amérique centrale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les panélistes, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des délégations permanentes. Cordiales salutations de la région centra-américaine et notamment du El Salvador. Dans la région, nous avons identifié un certain nombre de défis concernant la coopération transfrontalière. Un de ces défis, c'est le manque de coordination qui existe aux différents niveaux de prise de décision. Je parle du niveau local, mais cela va jusqu'au niveau national et au niveau régional. Un autre des défis majeurs qui a également été identifié dans la région, c'est le manque de connaissances et d'informations, notamment informations liées aux eaux souterraines. En effet, il existe
il existe un déficit très grave d'informations en Centre-Amérique en ce qui concerne les eaux de manière générale et notamment les aquifères transfrontaliers. De la même manière, nous avons d'autres limitations, à savoir les règles qui ne sont pas homogènes entre un pays et l'autre. Ces règles et normes hétérogènes font finalement que nous avons des difficultés puisque les institutions responsables ne sont pas forcément les mêmes, ce qui mène à un problème majeur, à savoir il est particulièrement difficile de coordonner des actions intégrées pour la gestion des aquifères transfrontaliers. Malheureusement, nombre des pays ont adopté des règles sur les ressources hydriques et c'est le cas de El Salvador qui récemment a adopté la loi dite loi sur les eaux nationales. Aujourd'hui, nous avons une autorité au El Salvador qui est responsable de la gestion intégrée des ressources hydriques. De la même manière, nous avons également des avantages dans notre région. En effet, nous sommes installés dans un système d'intégration centra-américaine qui, disons, est à même de prendre des actions de manière conjointe entre les différents pays et dans ce sens, il s'agit là d'une institution qui nous aide puisqu'elle contribue à mettre en œuvre des actions de manière intégrée pour les différents pays. Un des autres avantages de notre région, c'est que nous œuvrons à l'heure actuelle sur les aquifères transfrontaliers et je vais vous expliquer un projet de gouvernance pour les aquifères transfrontaliers qui a été mis en place à l'heure actuelle. Nous avons en effet une possibilité de dialogue dans le cadre de ce projet de coopération qui nous est offert. Il s'agit d'un projet GRETA, gouvernance des aquifères transfrontaliers, et ce projet a pour objectif de parvenir à une meilleure intégration des ressources hydriques souterraines et de les intégrer davantage dans le cadre de projets pilotes, par exemple. Je parle une nouvelle fois de l'Amérique centrale et il s'agit là d'un processus qui doit se faire de manière itérative pour parvenir à cette intégration. Permettez-moi de dire que en Amérique centrale, les 7 pays qui composent la région Amérique centrale partagent à l'heure actuelle 18 aquifères et 13 de ces aquifères se trouvent en partie sur El Salvador et puis nous avons l'aquifère Otopalisela qui est un aquifère qui a été inclus comme projet pilote dans ce plan de gouvernance des aquifères transfrontaliers en Amérique centrale. Dans le cadre de ce projet, 3 phases ont été mises sur pied. La première phase qui a couru de 2013 à 2015. Dans le cadre de cette première phase, que s'est-il passé? Eh bien, nous nous sommes concentrés, ou plutôt l'objectif de cette première phase a été le suivant. Mieux connaître le comportement de l'aquifère. Donc, c'était véritablement une phase technique, de recherche technique pour mieux le comprendre. Au départ, on pensait que cet aquifère était partagé par 3 pays, Honduras, le Guatemala et El Salvador. Néanmoins, au cours de cette première phase, nous avons constaté qu'il existe 2 aquifères séparés. Donc, il y a un aquifère plus captif et un aquifère plus en surface. Et le deuxième aquifère était uniquement dans le territoire du Guatemala, alors que le plus profond était partagé par les autres pays. Deuxième phase, c'était le dialogue et la gouvernance. Et là, nous avons été à même de parvenir à la signature d'une charte d'intention. Ça, c'était entre 2016 et 2018 qu'a couru cette deuxième phase. Cette charte d'intention n'est pas contraignante sur le plan juridique. Pour autant, elle nous incite plutôt en tant que pays à travailler pour mieux gérer cet aquifère transfrontalier. Et puis enfin, entre 2019 et 2022, il y a eu la 3e phase qui a été édictée, 3e phase de ce projet qui s'est concentrée en grande partie sur le renforcement de la stabilité, de la coopération, mais également de la paix en Amérique centrale. Dans le cadre de cette 3e phase, eh bien, nous sommes à la phase de finalisation, ou plutôt nous avons été à même de finaliser une feuille de route qui a pour objectif d'édicter un mécanisme de gestion collaborative, un mécanisme de coopération entre Honduras et El Salvador. Cette feuille de route contient 3 grands axes. Le premier axe est le suivant.
Il s'agit de générer la connaissance. Générer la connaissance, bien entendu, mais aussi utiliser cette connaissance qui a été générée et l'utiliser à bon escient. En effet, dans nombre de pays, et l'Amérique centrale n'est pas une exception, nous constatons souvent que l'ensemble des informations, des données, des recherches restent soit dans un tiroir ou alors ils restent entre les mains des experts et spécialistes qui ont mené ces recherches. Or, c'est une information qui doit être utilisée lorsqu'elle est générée dans ces projets. Donc ça, c'est le premier axe stratégique. Deuxième axe stratégique, consolidation des mécanismes de gestion. À quoi faisons-nous référence lorsque nous parlons de la consolidation des mécanismes de gestion? Eh bien, il faut édicter des outils pour gérer de manière idoine l'aquifère transfrontalier. Enfin, troisième axe stratégique, il s'agit de la coopération transfrontalière avec notamment la partie Cuenca qui a particulièrement mise en exergue parce que tout ce qui est mis en place en surface a des répercussions sur les eaux souterraines. Toute action qui est menée au niveau des surfaces, la couverture végétale autour des différents bassins a en effet des rapports très importants qui existent avec ce qui se passe en eau souterraine. Il n'y a pas d'imperméabilité entre les eaux souterraines et les eaux de surface dans les différents bassins. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré que se concentrer sur les bassins, c'était absolument essentiel pour mettre en place un meilleur instrument de coopération entre Honduras et El Salvador. Nous espérons pouvoir répliquer ce modèle dans d'autres régions d'Amérique centrale, mais aussi dans d'autres pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roberto. C'est vrai que c'est difficile de devoir parler extrêmement vite, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été concis. Un grand merci à toutes et à tous. Ça a été un véritable plaisir. Bien, nous nous retrouverons ensemble à New York sur la coopération en matière de l'eau avec UNO, avec le Botswana, El Salvador, avec l'ensemble des pays. Nous continuerons à parler de coopération hydrique. Merci beaucoup. Merci également à Nabil et merci aux rapporteurs. Je souhaite maintenant vous proposer que nous consacrions 10 minutes de votre